Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. À partir de combien d'appartements ai-je fait assez d'investissement ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je suis toute contente de cet épisode. C'est un épisode qui m'a été suggéré par quelqu'un sur Instagram. Sachez que d'ailleurs depuis, 3 semaines, je suis hyper assidue dans mes messages Instagram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. J'y réponds avec plaisir et je suis enfin à jour. Même si je vous avoue, des messages que vous aviez peut-être envoyés à 3 ou 4 mois, j'ai jamais retourné avec autant d'historique. Mais là, en ce moment, je suis plutôt pas mal côté réponse sur Instagram. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'explique: Dorine, combien d'appartements est-ce qu'il faut que j'ai pour que je puisse me professionnaliser et vivre de l'immobilier ? Je trouvais sa question très intéressante. Vous allez voir, et je vais faire une réponse en 6 axes de réflexion. Ok ? Vous allez voir, on va discuter de tout ça. Donc déjà, j'ai envie de creuser un petit peu la question qui m'avait été posée initialement. L'histoire de combien d'appartements pour se professionnaliser et vivre de l'immobilier. Donc, dedans, il y a le mot professionnaliser. Donc, je ne sais pas exactement ce que la personne entend par se professionnaliser, parce qu'il y a plein de façons de se professionnaliser en immobilier. On peut être un professionnel de l'immobilier qui n'a absolument aucun investissement immobilier. Il y a des agents immobiliers qui ont investi dans rien, même pas leur résidence principale. On peut travailler dans l'immobilier en étant salarié et, entre guillemets, il n'y a rien à voir avec l'investissement locatif. Donc, je pense que quand il a voulu dire se professionnaliser, ça veut dire devenir indépendant, peut-être pouvoir faire des opérations de marchand de biens, ça peut vouloir dire ça. Voire ça peut vouloir dire aussi peut-être vendre des formations, des accompagnements en immobilier pour être crédible. Ou ça peut aussi vouloir dire faire à temps plein la gestion de ces biens immobiliers. Donc je ne sais pas exactement, mais j'ai pris les choses un peu de façon large là dans ma réponse. Donc j'ai pris les choses pour avoir une sorte de réflexion globale sur quand est-ce que je m'arrête, quand est-ce que j'ai fait suffisamment pour pouvoir lever le pied, changer un petit peu de vie professionnelle, quitter le salariat, peut-être me lancer en effet en immobilier de façon plus professionnelle. Mais en réalité, ça marche pour tout le monde. C'est la question en fait qui revient, c'est mais quand est-ce que je m'arrête ? Quand est-ce que je m'arrête d'investir ? Quand est-ce que j'en ai assez ? Je trouvais que c'était une très très bonne question et voilà. Alors évidemment, vous me connaissez, je suis pas méchante à ce point. Il n'y a pas de problème si vous voulez pas avoir d'investissement immobilier. Il y a des gens qui vivent sans et tant mieux pour eux. Là, évidemment, quand je vais m'expliquer, c'est comment je fais pour optimiser les choses, faire les choses intelligemment pour que ce soit malin financièrement. Après, si vous n'avez pas besoin d'argent et que vous n'avez pas besoin d'être malin et puis que vous en fichez de gagner peu d'argent, il n'y a pas de problème pour vous. Très bien vous en fasse, il y a aucun stress. Mais de ma part, moi j'aime bien optimiser les choses. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est quand même que vous êtes un minimum intéressé par la question. Donc j'ai réfléchi à ces 6 axes de réflexion pour savoir à partir de quand est-ce qu'on s'arrête. Le premier axe, c'est le nombre d'opérations que l'on a fait. Ça, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, il faut se poser cette question au niveau de la stratégie globale. C'est combien est-ce que d'opérations j'ai envie de faire ? Quelle est mon énergie ? Combien je me vois faire d'opérations ? Parce qu'à chaque fois que vous faites une opération, donc quand j'appelle opération, ça veut dire c'est un achat, mais un achat qui peut regrouper peut-être plusieurs lots à l'intérieur ou un seul lot. Donc c'est ça qu'il faut bien réfléchir. Quand je parle d'opération, c'est vraiment le fait de passer une fois chez le notaire. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que si jamais vous savez que vous n'allez pas avoir envie d'en faire 10 et que vous avez un vrai potentiel d'emprunt, à ce moment-là, il vaut mieux acheter des immeubles ou des appartements en lot pour en avoir plusieurs d'un seul coup et limiter le nombre d'opérations. Donc ça, c'est la question du nombre d'opérations. Moi, je trouve que 3 opérations, c'est le minimum. Je vous avoue qu'avec Cyril, au final, on n'a fait que 3 opérations avant de quitter notre travail. Et pourtant, en 3 opérations, on a acquis 26 lots. Donc on peut faire peu d'opérations en étant efficace. Moi, je trouve ça intéressant quand même d'en faire au moins 3, parce que je me rends compte qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps.
3 opérations, franchement, en 2 ans, ça se fait. 3 ans, allez. Et je trouve que voilà, c'est un côté efficace. Nous, je vous dis, je l'ai déjà dit dans mes remarques, on a commencé, je pense, un petit peu trop petit. On aurait pu attaquer un plus gros immeuble tout de suite. Mais bon, voilà, ça, c'est une autre question. Mais on a commencé, on s'est, on va dire, mis en jambe sur le premier. Et puis le deuxième, on est un petit peu meilleur. Et le troisième, c'était notre pompon. C'était vraiment un gros objectif. Et on a vraiment réussi à beaucoup performer dans le troisième parce qu'on est devenu meilleur avec le temps. Donc voilà, moi je recommande minimum 3 opérations. Après, évidemment, vous pouvez en faire plus. Moi, ce que je pense, c'est que si vous faites par contre 10 ou 20 opérations, c'est épuisant. Je sais pas, moi je me vois pas faire autant d'opérations. J'aimerais en faire, mais moi j'aime bien le rythme de une opération par an. Je trouve ça bien. Voilà. Je trouve que là, on en fait moins que ça, tu vois. Ça fait depuis 8 ans maintenant qu'on investit. Et au final, en moyenne, on en fait une tous les 2 ans aujourd'hui. J'aimerais bien en faire encore une avant la fin de l'année, mais voilà. Donc, chacun son rythme. Réfléchissez au nombre d'opérations que vous voulez faire. Et d'ailleurs, ça peut vraiment calibrer la réflexion par rapport au projet que vous attaquez. Deuxième question que j'ai envie de poser par rapport toujours à la réponse de quand est-ce qu'on doit partir et on peut arrêter de travailler. Pour moi, le deuxième axe à réfléchir, c'est quel est l'encours bancaire que je veux atteindre ? Alors, un encours bancaire, c'est-à-dire quelle est la somme totale que j'ai empruntée à la banque ? Quel est le total de dettes que j'ai réussi à mettre en place ? Moi, je trouve ça super important parce que vous connaissez l'effet de levier. J'espère que c'est quelque chose qui vous est familier. Je sais que c'est pas facile, c'est contre-intuitif. On se dit, mais avoir de la dette, c'est pas bien. Mais en fait, plus vous avez de dettes, plus vous vous enrichissez en immobilier parce que les taux sont plus faibles que les rentabilités que vous allez atteindre. Donc, en fait, vous faites un effet de levier. Donc, par exemple, nos immeubles, peut-être que là, on a notre cash flow, on est à peu près à 6 000 € de cash flow par mois avec nos 3 immeubles, 6 500 € par mois. Mais en réalité, on rembourse en plus 10 000 € de capital tous les mois. C'est énorme de rembourser 10 000 € de capital tous les mois. Ça veut dire qu'en réalité, on s'enrichit de 16 500 € tous les mois. C'est colossal. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup, mais moi, je trouve ça pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'encours bancaire, pour moi, il est super important. La question qu'il faut vous posiez, c'est combien est-ce que je rembourse de façon automatique de mensualité, alors que je rembourse de mensualité, que je rembourse de capital à la banque tous les mois grâce à mes locataires. Parce que, alors, je précise, je ne mets pas la résidence principale dans le total, ok ? Moi, je mets vraiment le capital que vous arrivez à rembourser grâce à vos locataires. Ça, c'est très intéressant de se poser cette question. Et est-ce que ce montant mensuel est vraiment pertinent et suffisant par rapport à votre capacité d'endettement actuelle ? Parce que c'est trop dommage de s'arrêter d'investir quand en réalité, on en a encore sous la pédale en termes d'investissement. Au pire, vous faites de l'autofinancé, donc c'est-à-dire un truc pas hyper compliqué à atteindre, selon moi. Vous faites un investissement autofinancé et au moins, en fait, ça vous fait un ticket pour dans 20 ans d'un bien totalement remboursé. Donc, je sais pas, vous avez un ticket gratuit pour acheter un immeuble qui est remboursé par vos locataires et que dans 20 ans, vous l'avez. Je sais pas, vous prenez le ticket, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, en gros, ce que je veux, par rapport à ce deuxième point, c'est que vous ayez réfléchi, est-ce que vous avez profité au maximum de l'effet de levier des banques, d'avoir emprunté ? Donc, ça, c'est la vraie question. Voilà. Si vous n'avez pas encore assez emprunté, pour moi, c'est pas le moment d'arrêter. Si, évidemment, vous en pouvez plus, vous faites plus qu'une dernière opération au max de votre capacité d'endettement et c'est réglé. Troisième question que j'ai envie de vous poser avant que vous arrêtiez de travailler, c'est la valeur immobilière totale que vous avez réussi à accumuler. Moi, j'aime bien me poser cette question parce que, en fait, c'est de se poser la question, voilà, est-ce que vous avez assez en termes de patrimoine immobilier par rapport à vos ambitions ? Moi, je sais que j'ai envie que mes enfants ils aient un héritage. En plus, j'en ai pas, j'attends le 4e, donc ça va être divisé par 4. Donc, si c'est divisé par 4, ça fait plus tant que ça par enfant après. Donc, j'ai une côté ambition de patrimoine qui est quand même assez importante parce que je veux pouvoir léguer quelque chose à mes enfants qui est quand même suffisamment confortable pour au moins leur accorder une liberté financière partielle à un moment donné pour que, voilà, ils aient une forme de sécurité. Moi, j'ai envie qu'ils soient en sécurité financièrement, sans pour autant qu'ils deviennent fainéants. Faut réussir à trouver le truc, mais voilà. Donc, je veux qu'ils aient cette sécurité financière sur le long terme. Et moi, ça me rassure aussi de me dire que j'ai un patrimoine conséquent. Nous, je sais qu'on va être à peu près à 3 millions d'ici 10 ans. Je sais pas, parce que ça prend de la valeur. Enfin, voilà, on va avoir
un patrimoine qui je trouve déjà pas trop mal, même si voilà, je sais qu'avec le temps, ça va que faire augmenter parce que je vais continuer mes investissements. Mais voilà, il faut se poser la question. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est des personnes qui s'arrêtent à un patrimoine qui est trop faible par rapport à leur capacité d'endettement. Pareil, moi, j'aime bien que vous essayiez de viser un patrimoine assez conséquent parce qu'en réalité, dans 20 ans, il va être remboursé et vous serez bien content d'avoir tout ça. Et même si, à un moment donné, ça vous saoule, vous pouvez revendre des biens, les placer autrement, voire complètement décider de cramer un bien et de vous faire plaisir et de vous acheter un petit château ou un petit... peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir au bord de la mer, peu importe, mais en tout cas, j'ai envie que vous ayez réfléchi au montant total de votre patrimoine immobilier. Est-ce qu'il est suffisant pour vous ou pas ? On continue. Quatrièmement, la question c'est combien est-ce que vous touchez de loyer tous les mois avec votre patrimoine total ? Donc ça c'est le quatrième axe de réflexion. Est-ce que le loyer total que vous avez vous correspond ? Vous va bien, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'après que vous ayez fini de rembourser, c'est qu'en grosso modo, ça va être un peu votre montant de la retraite. Voilà, avec évidemment, il faut que vous prévoyez 40% en moins avec les taxes, etc. Donc, prévoyez 40% en moins de vos loyers. Donc, si vous avez 10 000 euros par mois, ça veut dire que de loyer, ça veut dire qu'à la retraite, vous aurez 6 000 euros par mois en retraite dans 20 ans. Donc, c'est déjà, je trouve, pas trop mal pour faire un... Voilà, mais je donne des chiffres au pif, hein, mais c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée dans la réflexion. Évidemment, si vous avez 5 000 euros de loyer au total, ça vous fait donc 3 000 euros par mois de retraite supplémentaire, ce qui est super. Enfin, peu importe. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens avec 500 euros par mois en plus de retraite, ils sont déjà contents. Donc, c'est à vous de voir combien vous voulez de retraite en plus. Ensuite, cinquièmement, il y a l'histoire du cash flow. Donc, le cash flow, c'est-à-dire c'est le montant qui vous reste à la fin du mois très rapidement après votre investissement pour connaître, après avoir remboursé la banque, payer les intérêts, payer les charges, etc., les impôts. Le cash flow, c'est ce qui vous reste à la fin de tous les mois. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre cash flow vous suffit ou pas ? Okay, donc, est-ce que, je sais pas, vous avez peut-être 1 000 euros de cash flow tous les mois, est-ce que ça vous suffit pour arrêter de travailler ? Donc ça, c'était le 5e axe de réflexion. Et 6e axe de réflexion, et ça, c'est pas des moindres, parce que justement, il y a pas longtemps, j'ai discuté sur Instagram avec quelqu'un qui m'expliquait qu'il avait 4 appartes et qu'avec 4 appartes, il pouvait déjà s'arrêter de bosser et en vivre. Mais moi, 4 appartes, j'étais en mode... comment, tu vois, il y a forcément de la location courte durée quelque part, là, parce que 4 appartes, c'est pas tant que ça, surtout après les impôts, les charges, etc. Et si tu as encore de la dette, voilà. Donc, je me suis dit, 4 appartes, c'est quand même un peu léger. Donc, la question que j'avais envie de réfléchir, c'est qu'est-ce que vous avez comme type d'exploitation ? Parce que vous pouvez très bien avoir un très bon cash flow en faisant une partie de location courte durée, sauf que moi, je vous le dis d'avance. Je l'observe, je le sais. Toutes les personnes qui font de la location courte durée, à un moment donné, et peut-être pas toutes, 80%, rebasculent en location longue durée. Parce que c'est vrai que c'est contraignant. Ça peut être très bien des influenceurs, des personnes, enfin quand je dis influenceurs, des personnes sur Instagram que je suis, qui ont fait beaucoup de location courte durée et que grâce à ça, ils sont devenus libres financièrement. Ils ont monté leur business, ils ont d'autres activités qui leur apportent de l'argent, ils ont encore la location courte durée qui tourne. Moi, je vous dis direct, dès qu'ils commencent à avoir d'autres revenus ailleurs, et ben en fait, ça les saoule d'avoir de la location courte durée et ils rebasculent en location longue durée pour pouvoir se concentrer sur leurs autres activités. Donc, en réalité, la location courte durée, pour moi, je la trouve bien comme booster provisoire. Mais sur le long terme, moi, je peux vous garantir que quand vous aurez 65 ans ou 70 ans, vous aurez que ça à faire de vous occuper de votre location courte durée. Enfin, ça va vous saouler. Même avant, je pense. Il y a des gens, à partir de 50 ans, ça va les saouler de s'occuper de la location courte durée, en fonction de là où vous en êtes par rapport à vos avancées d'investisseurs. Donc, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est est-ce que les types d'exploitation avec le cash flow qui me rapporte, est-ce qu'en réalité, c'est vraiment viable sur le long terme ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je continue quand même à en faire encore 1 ou 2 des investissements avant de m'arrêter de travailler pour me consacrer à d'autres projets, etc. À vous de voir, mais réfléchissez à ça. Donc, je récapitule, ok ? Les 6 axes de réflexion, en tout cas, que moi, j'aime bien avoir quand quelqu'un me dit « Ah, je suis à 2 doigts peut-être de m'arrêter de bosser, etc. » Première question, est-ce que tu as fait assez d'opérations ? Ok, assez d'opérations. Et d'ailleurs, pose-toi la question du nombre d'opérations que tu veux faire dès le début pour que tu les calibres bien, pour pas que tu fasses des trop petites opérations et que tu te retrouves à en faire 15 avant de devenir libre financièrement, parce que tu en auras pour longtemps. Deuxièmement, est-ce que tu as assez de dettes en cours
C'est-à-dire, est-ce que tu as bien optimisé ton départ? Est-ce que tu peux encore t'endetter? Parce que si tu peux encore t'endetter, franchement, au pire, tu fais un bien facile autofinancé, mais ne quitte pas ton travail si tu as encore de la capacité d'endettement, c'est trop dommage. Troisième question, est-ce que ta valeur immobilière totale te satisfait? Est-ce que tu es content du patrimoine global que tu as réussi à acquérir? Voilà, 4 appartements, par exemple, pour quelqu'un qui a des très bons revenus, je trouve que c'est pas énorme, quoi. Bon, voilà, 4 appartes, j'ai des membres, en une opération, ils achètent 4 appartes, et puis ils avaient 2 000 € par mois de revenus. Enfin, ils font des belles opérations. Je trouve que 4 appartements, c'est pas énorme comme patrimoine, quoi. C'est bien, c'est mieux que beaucoup de personnes, mais c'est pas non plus dingue. Donc posez-vous la question, est-ce que vous en avez assez en termes de valeur totale immobilière? Quatrièmement, quels sont les loyers totaux que vous allez toucher dans 20 ans? Posez-vous la question par rapport à votre retraite. Enlevez 40 à 50% d'impôts et de charges et etc. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, 50%, c'est encore plus prudent. Enlevez 50% et comme ça, vous avez ce que vous toucheriez réellement tous les mois pour votre retraite. Est-ce que ça vous suffit ou pas? Cinquièmement, est-ce que vous avez assez de cash flow généré par rapport à votre projet d'arrêter tout de suite? Sachez d'ailleurs que le différé total est hyper puissant pour vous créer du cash flow pendant 2 ou 3 ans. Si jamais vous avez un projet de reconversion, ça vous permet en fait de temporiser d'un point de vue trésorerie et de gérer ça. Mais voilà, moi je veux que vous réfléchissiez à votre cash flow, est-ce qu'il vous suffit ou pas pour vous sentir serein? Et sixième et dernier point, c'est quel est le type d'exploitation que vous avez actuellement. Pensez que de toute façon, à un moment donné, vous allez envie de mettre tout sous gestion, la location longue durée. C'est un chemin naturel, ok? Au début, on a envie d'être à fond, etc. On a l'énergie pour faire la location courte durée. On peut avoir de l'énergie pour gérer soi-même les locations longue durée, les entrées-sorties, etc. D'expérience, moi je le sais, à un moment donné, on a envie de passer sur quelque chose de plus soft parce que voilà, c'est plus notre délire. 10 ans plus tard, on a moins envie de s'en occuper. Il y a juste à voir les petits vieux de 70 ans qui se plaignent de leur... désolé pour les personnes de plus de 70 ans qui écoutent le podcast, mais les personnes plus avancées en âge qui ont de l'immobilier depuis 30 ans et que ça les saoule et qui s'en plaignent tout le temps, voilà, en fait, vous serez comme ça aussi quand vous aurez 70 ans. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent d'eux. Donc, sachez qu'à un moment donné, vous aurez envie de passer en mode gestion light de votre immobilier. Et il faut quand même réfléchir à ça. Est-ce que ce que vous avez mis en place répond à ça? Voilà, c'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est ma réflexion. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.